Professeur Nakatura, vous restez branché, vous me direz tout à l'heure. Merci. Et donc, j'appelle maintenant la communication suivante du docteur Maxime Dubois, évaluation et optimisation des patients en préopératoire en chirurgie. Merci. Non, Maxime vient de nous rejoindre en juillet 2023. Après 8 ans de solitude, notre seul médecin polyvalent a donc été rejoint par notre jeune collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de cette académie, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette session consacrée à notre travail en tant que médecin polyvalent au sein du service de chirurgie. Et je remercie tout particulièrement M. Mertel de m'avoir convié à cette session et de m'avoir sollicité pour vous présenter une partie de notre travail qui consiste à l'évaluation et l'optimisation préopératoire du patient en chirurgie. Je ne reviendrai que brièvement sur ce que vous a présenté le docteur Lyon, sur notre rôle au sein du service de chirurgie, qui consiste principalement à savoir repérer et dépister les patients qui vont nécessiter une prise en charge médicale, d'essayer de prévenir les fragilités, de les optimiser quand cela est possible et de pallier aux complications lorsqu'elles surviennent. De façon assez caricaturale, au sein de ce service de chirurgie, on pourra distinguer un patient qui va être jeune, robuste, sans aucune comorbidité, et qui, dans la plupart des cas, nécessitera pas, voire seulement peu de prise en charge médicale. Et d'autre part, et de façon de plus en plus importante avec le temps, des patients qui sont fragiles, voire même parfois dépendants, aussi bien en chirurgie programmée qu'en chirurgie en traumatologie dans le service d'orthopédie, qui, eux, nécessiteront inéluctablement une prise en charge conjointe entre chirurgiens, anesthésistes, médecins polyvalents, ainsi que l'ensemble du corps paramédical. Qui considère-t-on comme fragile? On va considérer comme fragile d'une part les patients gériatriques, qui sont des patients de plus de 75 ans ou de plus de 65 ans avec des critères de fragilité. Les derniers chiffres en 2023 montraient que les patients de plus de 75 ans représentaient tout de même 10% de la population, les plus de 85 ans 3% de la population, et les prédictions disent qu'actuellement nous aurions environ 20 000 centenaires en France et que d'ici 2050 ce chiffre aurait été multiplié par 10. Et une étude en 2018 avait montré que l'âge moyen en orthopédie, aussi bien chirurgie traumatologique que programmée confondue, retrouvait un âge moyen à 60 ans, qui avait nettement augmenté depuis quelques années. D'autre part, on va aussi avoir des patients qui sont fragiles, non pas du fait de leur âge, mais du fait de leur comorbidité, notamment dans notre bassin de population du fait d'addictions importantes, mais aussi du fait de cancer, de maladies chroniques et de maladies inflammatoires chroniques qui les prédisposent à des complications périopératoires. La fragilité nécessite une évaluation qui va être multidimensionnelle et multiprofessionnelle. Ça correspond en une diminution progressive des réserves des patients et une augmentation de leur vulnérabilité face à des événements aigus tels que la chirurgie. Comme vous pouvez le voir sur le diagramme qui est présenté, on a une diminution normalement plutôt longiligne et continue des réserves du patient, mais en cas de pathologie chronique, comme on peut le voir sur la flèche en pointillé, cette réserve va diminuer de façon plus rapide. Et en cas d'un stress chirurgical identique entre un patient jeune et un patient âgé, le risque étant que le seuil d'insuffisance soit dépassé et que les complications surviennent. Ce qui a été de façon très historique décrit par le diagramme de Bouchon de la même manière, c'est-à-dire un vieillissement physiologique qui peut être aggravé par des maladies chroniques et sur lequel n'importe quel stress aigu, que ce soit une décompensation aiguë ou un stress chirurgical, risque d'entraîner des complications. Les fragilités des patients sont multiples, concernent toutes les sphères de la prise en charge, qu'elles soient nutritionnelles, cognitives, psychologiques, aussi bien l'autonomie du sens large que la marche en tant que telle, la iatrogénie, la polypathologie, l'addiction, ainsi que toutes les fragilités sur les déficits sensoriels et également, n'est pas mentionné sur cette diapo, mais l'isolement social qui fragilise également de façon majeure les patients. On va donc distinguer de façon assez simple les patients robustes, les patients fragiles qui, par définition, ne sont pas encore dépendants et qui peuvent ne pas être repérés en périopératoire, mais qui, eux, sont normalement la cible numéro 1 de la prise en charge médicale et qui sont à risque de décompensation. Et enfin, les patients qui sont dépendants, polypathologiques, qui sont repérés de tous, pour qui on saura prédire à l'avance qu'il y aura un problème médical et qui, en général, ne posent pas de problème de repérage. Ce patient fragile, pourquoi on en parle autant? C'est parce que sa proportion augmente nettement dans les services de chirurgie. En chirurgie réglée non carcinologique, 30% des patients hospitalisés étaient considérés comme fragiles, alors qu'au sein des services de médecine de façon un petit peu globale, ils ne représentaient que 10% de la population. Et enfin, dans les services de chirurgie d'urgence, ce facteur augmente de façon exponentielle avec quasiment 80% de patients fragiles. Comment on peut évaluer la fragilité? La façon la plus performante, c'est les évaluations standardisées, avec notamment en gériatrie l'évaluation gériatrique standardisée.
C'est très bien, c'est exhaustif, c'est multidisciplinaire. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, qui prend au mieux, si elle est réalisée par un seul intervenant, 20 à 30 minutes. Si on y fait intervenir tous les acteurs de la prise en charge du malade, c'est quelque chose qui prend parfois 1 heure et demie, voire plus, ce qui est donc peu applicable en pratique courante et surtout pas généralisable à tous les patients. Ont été développés avec le temps différents questionnaires, différents scores, dont les durées d'évaluation sont plutôt variables, en général de moins de 10 minutes, et qui permettent d'évaluer la fragilité des patients. Et notamment le score qui est l'Edmonton Frail Scale, que vous pouvez voir ici, qui est réalisable en 5 minutes, pas forcément par un personnel médical, qui peut être réalisé par une infirmière, qui consiste à rechercher dans les différents axes de fragilité quelles sont les fragilités du patient et surtout sur quel axe nous allons pouvoir agir. Un score qui est également extrêmement utilisé, c'est le score de Rockwood. Le problème étant qu'il est très rapide, très visuel. On peut très vite repérer dans quelle partie du score le patient se situe, mais par contre, on ne dépiste en aucun cas quelles sont les sphères de fragilité et quels sont les axes à pallier. Pourquoi dépiste-t-on la fragilité? Il a été montré que dépister la fragilité permettait de diviser par 2 la morbimortalité post-opératoire, de diviser par 2 les réhospitalisations en post-opératoire, de diminuer par un facteur 5 le risque d'entrée en institution des sujets âgés et également de diminuer de moitié le risque d'apparition de nouvelles fragilités en post-opératoire. La plupart de ces études ont été menées dans des services de chirurgie abdominale ou urologique et très peu en orthopédie. Pour exemple, une étude qui avait été réalisée en 2016 comparait avant et après intervention de l'étude la survie des malades. Donc vous pouvez voir dans le diagramme A la mortalité des patients avec, en fonction d'un score de risque qui avait été établi en préopératoire, les patients à risque avaient un taux de décès bien plus important que les patients non à risque. L'intervention dans cette étude était tout simplement d'alerter le chirurgien et l'anesthésiste sur juste le fait de leur dire « votre patient est fragile ». Absolument pas de leur dire quoi faire, mais juste les alerter, ce patient-là est fragile, faites attention à lui. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'après cette simple intervention, le taux de mortalité avait nettement diminué. D'autre part, là, on peut voir également dans un service de chirurgie digestive la mise en place d'un médecin qui gérait aussi bien l'évaluation préopératoire que la prise en charge périopératoire permettait de diminuer de façon significative la durée de séjour et le taux de réadmission à 7 jours, mais également à 30 jours. Pour l'anecdote, une petite étude avait été réalisée en 2018 essayant d'analyser la durée moyenne de séjour des patients hospitalisés dans un service dans lequel il y avait un seul médecin qui gérait les problèmes médicaux aussi bien en préopératoire qu'en post-opératoire. Et ils ont cherché à savoir pourquoi, à certaines époques, l'ADMS augmentait nettement et le taux d'admission de ce fait-là diminuait. Et donc les cercles que vous pouvez identifier en rouge, en fait, correspondaient aux périodes de vacances de ce médecin, qui n'était pas présent dans le service et pour lesquels la durée augmentait de façon nette. D'autre part, on peut également évaluer le pronostic des malades, ce qui va se faire par une évaluation des comorbidités. Il y a de nombreux scores dans toutes les disciplines qui sont validés, qui sont plus ou moins connus, plus ou moins faciles d'utilisation. Un score qui est très connu, c'est le score de Charlson, qui est cependant assez long à réaliser. Il existe également ce score que je vous présente ici, qui est le score de Lee. Pourquoi estimer la mortalité à 4 ans d'un patient? Tout simplement parce que parfois il est utile de pouvoir évaluer si jamais la chirurgie qu'on va proposer au malade permet de diminuer ou non sa mortalité. C'est-à-dire que, par exemple, ce score est parfois utilisé dans les évaluations avant mise en place de TAVI en cardiologie. Si un patient, après l'intervention, diminue le risque d'insuffisance cardiaque, diminue sa perte d'autonomie, on peut voir que la mortalité risque de diminuer. Et à l'inverse, si ce patient est déjà avec un risque de mortalité majeur et que la chirurgie n'augmente en aucun cas son espérance de vie, cela peut aller en faveur du refus de chirurgie. Donc l'optimisation de ce patient à risque, elle doit être réalisée le plus tôt possible en cas de chirurgie programmée et dès que possible en chirurgie urgente, même si en préopératoire c'est quasiment non réalisable, mais on peut essayer de l'optimiser en post-opératoire. De quelle manière? En préopératoire, par une réhabilitation physique avec encourager l'activité physique du malade, prendre en charge au niveau nutritionnel aussi bien la dénutrition que les différentes carences, explorer ses comorbidités, voir quelles sont les comorbidités qui ne sont pas équilibrées, qui nécessitent d'être prises en charge par les différentes spécialités d'organes, mettre en place de la stimulation cognitive, lutter contre l'anxiété et le stress, prendre en charge la iatrogénie, faire les modifications thérapeutiques nécessaires afin de diminuer notamment le risque de syndrome confusionnel post-opératoire qui est majeur. Pour anecdote, dans à peu près un tiers des patients en chirurgie orthopédique et jusqu'à la moitié en chirurgie cardiaque et vasculaire, ce qui rend vraiment cet aspect des complications très importantes. Et également initier, si possible, les démarches de soutien social afin de permettre de diminuer de façon nette la durée de séjour lors de l'hospitalisation.
Ce qui a été montré, c'est qu'une préhabilitation multidisciplinaire de déjà 10 jours permettait de façon significative de diminuer la mortalité à 1 mois et également à 3 mois, et diminuer les complications avec 43% de complications en l'absence de préhabilitation, diminué à 17 en cas de préhabilitation. Le mieux, ce qui a été montré dans les études, c'est 2 à 3 mois de préhabilitation, le risque étant de façon majeure de perdre l'observance des patients qui vont, au bout d'un moment, ne plus effectuer les prises en charge recommandées. Le compromis acceptable qui a été montré dans certaines études, c'est une préhabilitation d'environ 6 à 8 semaines, en alternant notamment pour l'activité physique à une autonomie du patient avec la réalisation de ces séances de rééducation, soit avec son kiné libéral, soit au domicile. Le tout coordonné par des séances régulières au sein d'établissements hospitaliers afin de justement réaxer le patient et d'augmenter son observance. Notamment dans l'optimisation préopératoire rentre de façon importante le blood management, qui est très recommandé au sein des recommandations d'anesthésie, qui permet de dépister l'anémie et la carence martiale et de la pallier si nécessaire. Elle doit être systématique en cas de chirurgie programmée à risque hémorragique ou de patients fragiles. Donc, elle doit être très souvent nécessaire. Et la cible est une hémoglobine supérieure à 13 grammes par décilitre. Pourquoi faire cela? Elle permet de diminuer de façon significative en chirurgie orthopédique, pour l'exemple, la durée de séjour d'une journée, le taux de réadmission à J30 et divise également par 2 le taux de complication. L'HAS avait donc fait des recommandations très claires sur le sujet. Et en cas de chirurgie osseuse majeure programmée, comme on peut y avoir par rapport aux arthroplasties de hanche ou de genou, en cas d'hémoglobine en dessous de 13 et après la réalisation d'un bilan martial, il est recommandé de façon systématique de réaliser une supplémentation ferrique intraveineuse et des cures de PO. Sur le schéma qui est présenté ici, avec en général des hôpitaux de jour qui sont organisés, convocation du patient à différents délais préopératoires, afin d'obtenir ce seuil de 13 grammes par décilitre avant la chirurgie. En péropératoire, l'optimisation du patient et du ressort de vous, chirurgien, également de l'anesthésiste. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous apprendre ce qui est de votre ressort. Et en post-opératoire, les mêmes axes sont à prendre en charge, auxquels vont également s'ajouter la lutte contre la douleur, prendre en charge des décompensations qui malheureusement n'ont pas été prévues, prendre en charge la confusion qui est très fréquente comme j'ai pu vous l'expliquer, et optimiser la renutrition du malade. Et en même temps, mettre en place, ce qui est maintenant assez démocratisé, qui sont les dispositifs de RAC, de réhabilitation améliorée après chirurgie. Tout cela permet de diminuer de façon assez significative la morbimortalité. Le blood management intervient également en post-opératoire avec une surveillance assez raisonnée de l'hémogramme et savoir pallier aux carences en fer quand elles n'ont pas été dépistées et transfuser si cela est nécessaire. La SFAR a mis en place un arbre décisionnel de prise en charge qui résume à peu près ce que je vous ai dit, c'est-à-dire avoir dépisté les patients en préopératoire, les orienter aux spécialistes nécessaires dans leurs recommandations, notamment parce que c'était pour les patients âgés, recommander l'orientation vers des consultations gériatriques, et ensuite optimiser le péropératoire et améliorer l'ARAC et le co-management en post-opératoire afin de limiter les complications. Justement, l'optimisation périopératoire et la RAC, c'est deux choses qui doivent être tout à fait codépendantes et qui permettent de diminuer de façon significative les complications et la durée moyenne de séjour. L'un et l'autre sont indissociables, c'est-à-dire qu'un programme d'optimisation préopératoire permet d'augmenter l'adhérence des patients au dispositif de RAC et inversement. Et ça permet également de réduire le délai d'intervention en cas de chirurgie urgente. Et comme on peut le voir sur ce diagramme qui avait été réalisé dans une petite étude, en cas d'absence totale de prise en charge, que ce soit RAC ou préhabilitation, du fait du stress chirurgical, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le patient dépasse son seuil d'insuffisance et se complique et met un certain temps à récupérer ses capacités fonctionnelles antérieures. Le dispositif de RAC qui va intervenir dans les jours vraiment précédant la chirurgie et en post-opératoire immédiat permet une récupération plus rapide de ces complications. Et en cas de mise en place d'une préhabilitation, on peut voir que comme les capacités fonctionnelles sont par définition augmentées, on ne franchit pas ce seuil d'insuffisance et le patient récupère encore plus vite ses capacités. La place de la coopération avec la médecine de ville, qui paraît assez évidente, est à ce jour non explorée. À mon sens, il semble capital d'impliquer les médecins généralistes, les infirmières libérales, les kinés libéraux, car si ce corps de métier n'adhère pas au programme de préhabilitation, l'adhérence du patient va être nettement moindre. Pour conclure, la SFAR avait justement mis en place une frise chronologique des différentes interventions que j'ai pu vous présenter, avec, comme vous pouvez le voir, la place de la médecine de ville qui est absolument pas étudiée, et différents axes, notamment le programme d'optimisation périopératoire, la préhabilitation et la mise en place d'équipes pluridisciplinaires de coordination qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients fragiles. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour cette très belle présentation avec tout le problème du périopératoire. Et sachez que le gérontopôle national a été implanté à Amiens avec un laboratoire de recherche sur la prévention des chutes, parce qu'il faut bien dire que à la suite d'une chute, il y a une fracture, mais à la suite d'une fracture, il y a une décompensation très souvent. Et c'est le début, et effectivement, vous avez un rôle tout à fait majeur. Alors, ce que je vous propose, parce que les communications sont bien suivies au niveau timing, qu'on fasse une période de questions-réponses à la fin. Je vois que le professeur Kanchbach s'est branché. Est-ce que tu pourras nous parler un petit peu de la prise en charge à la fin au niveau de la chirurgie cardiaque, parce que ce n'est pas simple non plus. Et donc, je vous passerai tous la parole, y compris en visio.